L'ombre des légendes aux éditions Istia et compagnie. Alors, Sergueï Vernov, on vous connaît très bien ici. Vous vous présentez dès le début de votre texte. Votre première phrase, c'est « Je suis un ex-espion ». Et vous dites que, rien que de le dire, ça aurait pu ruiner ma réputation. Pourquoi vous le dites? Pourquoi on dit qu'on a été ex-espion? D'abord parce que c'est un livre sur l'espionnage et donc il fallait déjà poser ma légitimité parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne me connaissent pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens... Mais on brise le secret sans problème? Non, ça on va revenir. Mais d'abord, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur l'espionnage, mais si vous voulez, on est très peu nombreux à être de l'intérieur. En France, je suis le seul du KGB, le seul en France à parler de l'intérieur du KGB actuellement. Et dans le monde, on est 5 de l'intérieur du KGB qui ont la parole libre. Justement, pour revenir à votre deuxième question, la parole n'est jamais libre pour les espions. C'est exceptionnel. C'est quelque chose qui ne se pratique pas. De temps en temps, il y a des paroles officielles, comme par exemple l'interview de Darius Rojban cette semaine avec le directeur de la DGSE. Excellente interview, mais c'est très très rare qu'un directeur s'exprime aussi longuement sur son service. Et en fait, nous, c'est un tabou. Un espion, c'est un agent de l'ombre. C'est quelqu'un qui reste invisible. Et d'ailleurs, c'est la première qualité de l'espion, d'être invisible. Et donc, en fait, c'est très rare. Pour moi, c'est arrivé parce que mon service dans lequel j'ai travaillé, auquel j'ai prêté serment, a disparu en 1980. Donc il y avait moins de risques de le faire? C'est pas une question de risque, ça veut dire que le service au KGB, c'est un service idéologique, qui était le bras armé du Parti communiste de l'Union soviétique. Donc l'Union soviétique n'existe pas, le Parti communiste n'existe pas, et le KGB n'existe pas. Donc j'ai la parole libre par rapport à ça. C'est exceptionnel. D'ailleurs, quand on me dit la question, pourquoi vous avez démissionné? Je lui dis, mais c'est pas moi qui ai démissionné, c'est le KGB qui m'a démissionné. En fait, il m'a quitté. Je suis un soldat Ryan, quand on l'a laissé derrière les lignes, et en fait, personne n'est venu me chercher. C'est à cause de ça. Donc, les événements comme ça, c'est exceptionnel dans le monde. Alors, vous avez évoqué l'interview exceptionnelle de Nicolas Lerner, le patron de la Direction générale de la sécurité extérieure. Voici pour lui les qualités d'un bon espion. Malin, intéressant comme première qualité. Hein. Malin, ça me vient très spontanément. Ouais. Curieux de l'âme humaine, curieux des turpitudes humaines. Et puis prudent, quand même, modeste et prudent. Vous savez, un espion prend des risques, il en fait prendre à son pays diplomatiquement, il en fait prendre à son service, il en prend lui-même. Et donc cette dernière qualité qui est la modestie, et je rajouterais le sang-froid, cette capacité à savoir s'arrêter, à ne pas pousser trop loin son avantage, cette capacité à ne pas réaliser une opération dès lors qu'existe un infime doute sur le fait qu'elle puisse échouer. Vous êtes d'accord avec ces qualités modestes et du sang-froid ? Non, je suis d'accord avec tout ce que M. Lerner a dit, surtout malin et curieux. Ça, c'est vraiment les premières qualités. Je le dis aussi, on m'a posé à plusieurs reprises la question, et c'est vrai que si vous n'êtes pas curieux, c'est pas la peine d'être un espion. Un espion, c'est comme un chat. Un chat, il vient partout, et il renifle partout, quitte à se mettre même en danger parfois. Mais c'est la première qualité. La deuxième qualité, peut-être ce que M. Lerner n'a pas forcément mis en valeur, parce qu'il a parlé de beaucoup de choses, c'est aussi la psychologie. Il en a parlé après. Après, il a dit manipulateur. Parce qu'en fait, nous travaillons avec les gens, nous les amenons, et ça a été dit, nous les amenons dans la situation très particulière. Ça veut dire que nous sommes les agents traitants, et pour nos sources, nous les recrutons pour qu'ils trahissent leur pays, donc vous les manipulez. Leurs amis. Donc on doit les manipuler, on doit les comprendre. D'abord, comprendre, connaître. Pas forcément manipuler dans le mauvais sens du terme. Ça veut dire que manipuler, savoir, en fait, comment cette source, qu'est-ce qu'elle peut nous donner, déjà, parce qu'en fait, l'espionnage, c'est pas James Bonderie, hein, c'est pas courir sur les toits en tirant la mitraillette et coucher avec le belle-fille et boire du champagne, on aimerait bien. Hein. Dommage, oui. Dommage. Moi, je dis, c'est le métier, d'abord, administratif. C'est plus plan-plan. C'est un métier, permettez-moi, chiant, la plupart du temps, parce que vous passez beaucoup de temps à écrire des paperasses, la paperasse. Avant de passer 1 minute sur le terrain, vous passez 60 minutes à écrire des rapports, des demandes d'autorisation, etc. Donc c'est très encadré.
Et donc, pour manipuler ces personnes, il faut connaître ces personnes, il faut connaître la nature humaine, il faut connaître leurs faiblesses, mais aussi leurs forces. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Leurs faiblesses, parce que quand vous rencontrez quelqu'un, pourquoi Aldrich James, un super agent pour mon service, qui travaillait à l'intérieur de la CIA, s'est fait griller? Parce qu'on lui a donné beaucoup d'argent. Il a commencé à s'acheter de belles voitures, de belles maisons. Et en fait, aux États-Unis, il y a quand même un service qui s'appelle le service fiscal qui vous suit à la trace. Et donc, quand ils ont compris qu'il a dépensé 3 fois ou 4 fois son salaire annuel dans l'achat des voitures et des maisons, ils ont compris qu'il y avait un petit problème. D'où la modestie aussi. D'où la modestie aussi. Mais la modestie aussi parce que c'est un service qui est criminel, il faut bien le dire. Hein, il faut bien préciser. On vous donne le droit, au nom des intérêts de l'État, de violer la loi à l'extérieur. La DGSE, enfin les services de l'espionnage, en principe, n'ont pas le droit de travailler sur le sol national, sauf exception, quand vous avez des intérêts internationaux ou étrangers qui viennent sur votre sol. À ce moment-là, oui. Mais en général, c'est à l'extérieur et on vous dispense de l'obligation d'être un bon citoyen dans le monde. Ça veut dire que vous devenez un bandit. Et donc, c'est une arme c'est une arme redoutable. Mais en même temps, ce que M. Lerner a souligné, et moi, ce que je raconte aussi dans mes livres, c'est que l'espionnage, c'est aussi un moyen pour les États, un autre que la diplomatie. La diplomatie et l'espionnage, en fait, c'est 2 sœurs jumelles. L'une est légale et la deuxième est illégale. Mais justement, en fait, vous avez employé un mot qui est extrêmement intéressant, Sergueï Girnov. Vous avez dit le KGB, c'est un service idéologique. Et c'est vrai que dans cette interview de Darius Rochebin, entretien accordé par Nicolas Lerner, le patron des espions français à LCI, on avait vraiment une idée très très claire de l'intrication entre l'action clandestine et illégale, la grande diplomatie et l'action politique. Et là, pour reprendre vos propos, en gros, il y a quand même un effet final qui est recherché. Vous avez employé le mot idéologie, donc je veux revenir là-dessus. En quoi aujourd'hui l'effet final recherché par la Russie actuelle de Poutine est un effet idéologique? Et c'est quoi cette idéologie? C'est ça qui fait la différence entre, par exemple, la DGSE et le SVR actuel, ça veut dire le service qui a remplacé le mien au sein du KGB. C'est qu'il se réclame vraiment un moyen idéologique de défendre l'idéologie à l'époque communiste, à mon époque, maintenant je dirais poutiniste, parce qu'ils prétendent qu'ils défendent les intérêts de la grandeur de la Russie, de cette Russie rayonnante, bienveillante et pauvre aussi, parce que victime des manigances de l'Occident méchant qui ne pense qu'à la détruire, comme le disait d'une manière absolument... je cherche le mot pour ne pas prononcer les injures, l'ancien ambassadeur Orlov il y a quelques jours sur votre antenne. Et donc, mais la différence de la DGSE travaille pour l'État, service d'État. Et donc ce sont les intérêts de l'État, quelle que soit la couleur politique du service encadrant, c'est-à-dire le ministère de tutelle, pour la DGSE, le ministère des Armées, et le président de la République qui fixe les buts. Pour mon service, c'était bien évidemment le Parti communiste, le bureau politique, le comité central qui fixait les buts. Et quand l'URSS, le parti a disparu, le KGB n'avait plus raison d'être. Et donc il s'est cherché dans les années 90 avec Yevgeny Primakov, qui était un grand homme d'État. Et donc il a remis le service un peu. Mais avec Poutine, je crois qu'ils ont perdu quand même des points de repère, parce que l'idéologie de Russie, c'est une idéologie hypocrite, parce que il raconte beaucoup de choses sur le papier qui sont très bonnes, mais en réalité, nous voyons qu'il viole la Charte des Nations Unies en attaquant l'Ukraine, en attaquant d'autres pays, la Géorgie, etc. Et pour eux, c'est toujours eux qui sont attaqués, etc. Et en même temps, ils ne correspondent pas à cette idéologie en réalité, parce que la Russie aussi, c'est un pays très complexe, où il y a beaucoup de nationalités, de petites nationalités. La Russie, c'est 250 ethnies. Il n'y a pas que les Russes. Hein. Il y a les Ukrainiens. Il y a 10 millions d'Ukrainiens qui vivent en Russie et ils ont vécu en Union soviétique. Mais le but idéologique, c'est quoi? C'est de valider l'inexistence d'un ordre international tel qu'il est né de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de l'inexistence de l'efficacité de l'OTAN, par de l'action clandestine. Enfin, encore une fois, vous êtes un ex-espion et aujourd'hui, l'espionnage russe, il sert à quoi, très précisément? En fait, on a du mal à comprendre. Parce que Poutine, par exemple, pour la guerre, il nous parle tout le temps de cette
fameuse dénazification de l'Ukraine. C'est du pipeau tout ça, en fait. C'est juste n'importe quoi. Vous savez, les mouvements néo-nazis en Russie, ils sont 20 fois plus importants que dans n'importe quel pays civilisé. Donc, proclamer dans un pays qui est quasi fasciste, lutter contre le fascisme à l'extérieur, c'est de l'hypocrisie. Et donc, en fait, soi-disant, ils cherchent à faire rayonner la grandeur russe. La grandeur de la Russie, la grandeur perdue en fait de la Russie, parce que la Russie a un énorme complexe d'infériorité en réalité. Donc, il lui reste un énorme territoire de 17,5 millions de kilomètres carrés et d'une, donc le plus grand État terrestre du monde, et l'arsenal nucléaire soviétique, je précise, et pas russe, parce que russe a été, enfin ils ont modernisé un tout petit peu, mais par exemple, l'Union soviétique était une énorme puissance d'espace cosmique. La Russie ne l'est plus. Ouais. La Russie ne l'est plus. Elon Musk possède 8000 satellites à lui seul, une entreprise privée. La Russie, un État, 100 satellites. 150 satellites, bientôt peut-être 200. Ça veut dire, vous voyez, il y a un décalage énorme entre ce qu'ils réclament en puissance perdue et ce qu'ils sont en réalité. La Russie, c'est 2,5% du PIB mondial. C'est un nain. C'est un nain économique absolument inefficace. Et en plus, Poutine actuellement est en train de le tuer parce que la moitié de la richesse produite par la Russie actuellement va à la guerre, donc à la destruction. Arlette Chabot. Hier, le chef d'état-major a beaucoup parlé, je reviens à la France et relations ou la menace russe, effectivement de la cohésion nationale qui pouvait être menacée par des actions russes. Alors autrefois, il y avait des financements occultes, quand peut-être l'Union soviétique avait de l'argent et pouvait le distribuer. Aujourd'hui, c'est forcément par des attaques cyber, la désinformation. C'est comme ça qu'effectivement la Russie joue. Et joue un rôle important sur le plan, ne serait-ce peut-être politique demain, comme on l'avait vu pendant la campagne 2017. Où il y a encore aussi des espions sur le terrain, on peut se poser la question aussi. Il y en a et certainement. Infiltrés. Il y avait de la corruption aussi de responsables politiques. Il y a déjà pour les espions, il y en a. Parce que l'espionnage, il y a deux grandes lignées. Vous avez l'espionnage dit légal. C'est pas parce qu'ils font quelque chose de légal, c'est du jargon. Légal, c'est parce qu'en fait, ils se cachent, ils utilisent comme couverture les représentations officielles. Ça veut dire les ambassades, les consulats, les représentations commerciales, l'Église. L'Église orthodoxe en France, c'est un service d'espionnage de patriarcat de Moscou. Sur lesquels d'ailleurs, le patriarche Kirill, lui-même, a commencé sa carrière en tant qu'espion. Parce qu'ils font des rapports, parce que ça remonte plus haut. Ça remonte bien évidemment plus haut, mais effectivement, la Russie, et il faut que les Français comprennent que à l'intérieur des services, lorsque vous rentrez en service, lorsque je suis rentré en service en 1984, la première conférence qu'on nous a faite, on nous a présenté les ennemis de l'URSS. L'ennemi numéro 1, les États-Unis. L'ennemi numéro 2, l'OTAN et tous les pays de l'OTAN, y compris la France. La France déjà du temps de l'Union soviétique, c'est pour répondre à tous ces gens qui disent « Oh, on a l'amitié, la grande amitié franco-soviétique, franco-russe, on est des grands amis, etc. » Eh bien, pour les institutions russes et pour les services secrets russes, la France est un ennemi. Et c'est ça qu'a dit hier le Sénat, et c'est ça qu'a dit aussi le président de la République. Et il faut comprendre que eux, bien évidemment, ils ont un champ énorme d'informations, beaucoup plus que les Français lambda et les gens en Europe. Et Poutine, vraiment, cherche à détruire la France, cherche à faire mal à la France. Déstabiliser politiquement, économiquement. Y compris ce que l'Union soviétique ne le faisait pas à cette époque-là. Ça veut dire que l'Union soviétique ne s'est jamais permis de s'immiscer dans les élections de présidents américains, de s'immiscer dans les prédictions de présidents français. De s'immiscer en Afrique, dans les manifestations en Afrique ou En Afrique, bon, sur les terrains tiers, il y a eu toujours la guerre. D'ailleurs, en fait, la guerre froide se passait plutôt sur les terrains des autres pays, des pays tiers, que vraiment entre les grandes puissances. Mais dire qu'il y a une cohésion nationale en Russie, en France, la cohésion nationale, c'est que vous n'avez parfois même pas besoin de corrompre quelqu'un.
Parce que si vous prenez le spectre politique, eh ben, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, il y a les gens qui sont même ouvertement pro-Poutine ou pro-russe. Et d'ailleurs, ça pose un énorme problème parce que, par exemple, sur l'extrême droite, ils se proclament nationalistes et patriotes français. Et pourtant, ils prennent de l'argent d'une puissance étrangère. Quand il se passe la même chose pour les mosquées, par exemple, ça les choque. Mais l'église orthodoxe de Moscou, qui a été construite à côté de la Tour Eiffel, a été construite avec l'argent sale russe, et personne, ça a choqué personne. Et en plus, cette église, à l'intérieur de cette église, il y a des espions qui sont là. Il y a plein de Français, parce qu'il y a en même temps le centre culturel, et vous pouvez suivre les cours de russe dans cette école, vous pouvez découvrir le pays, et donc ce sont les espions, bien évidemment, qui vous enseignent ça. Donc c'est très pervers, cette histoire. Alors, dans votre livre, vous parlez des différents services de renseignement qui existent. On a évoqué la DGSE. À propos de la DGSE française, vous dites elle est complexée, courageuse, discrète, pas si mauvaise dans l'ensemble. Finalement, vous la trouvez efficace ou pas ? Oui, elle est efficace. Quand je dis, ce n'est pas une condescendance, parce qu'en fait, on a posé la même question à M. Lerner, et il a répondu quasiment de la même façon. Ça veut dire que c'est impossible de comparer les services, parce que chaque service a ses défauts, chaque service a ses qualités. Les défauts des Américains, ils ont du fric. Et donc, ils ont tellement de fric qu'ils deviennent quasiment inefficaces. Oui, vous êtes beaucoup plus dur avec la CIA, que vous trouvez arrogante. Elle est arrogante parce que, en fait, elle est grande et elle a beaucoup de moyens. NSA, beaucoup plus que la CIA. Vous savez, le plus grand budget dans les services de renseignement américains, c'est NSA. C'est ceux qui nous écoutent. Ouais. C'est ceux qui écoutent tout le monde, y compris les alliés. Et quand Snowden a dénoncé ça, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, quand il a dénoncé ça, aucun service occidental ne lui a pas accordé l'asile. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé en Russie, ce qui est une ineptie. En fait, le défenseur de la liberté occidentale s'est retrouvé chez Poutine. Oui, c'est vrai que les Américains écoutent leurs alliés, et notamment sur le plan économique. Ça a été le cas avec Mme Merkel, notamment. Après, on leur rend un tout petit peu l'appareil, parce que je me souviens, avec le livre que j'ai écrit avec François Baroux, KGB, DGSE, deux espions face à face, il a raconté que déjà à son époque, les Français allaient aussi aux États-Unis, et il y a un certain nombre d'interviews qui ont choqué l'opinion américaine quand ils ont appris que les Français faisaient aussi de l'espionnage technologique sur le sol américain. Bon, Monsieur Lerner aussi a dit, on n'est pas dans le monde de bisounours, ça veut dire les services sont vigilants, y compris par rapport aux partenaires. Justement, dans votre livre, vous parlez d'une opération qui concerne la France au premier plan, 1985, le Rainbow Warrior. Donc 40 ans. Ouais, ce navire de Greenpeace qui avait été coulé par la DGSE. Ce que vous dites, c'est que c'est pas tellement que les services secrets ont dysfonctionné, c'est l'État qui a dysfonctionné. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Absolument. Ça, c'est quelque chose qui j'ai voulu absolument remettre les pendules à l'heure, parce qu'en France, c'est souvent représenté comme un échec des services français. Et en fait, c'est faux. Une espèce d'opération de barbouze qui tourne mal. Et en fait, non, c'est faux. C'est techniquement, du point de vue d'espionnage, je suis très cynique là, c'est une réussite totale, cette opération. Ouais. Ça veut dire... Le Rainbow Warrior est une réussite. Pour le service, l'État qui a donné l'ordre au service, le service a fait quoi ? Il a fait couler le bateau qui gênait l'État, la première chose. Il a fait d'une manière très sécurisée, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas coulé au large. À ce moment-là, on n'aurait attendu personne, il y aurait 12 morts, point barre. Il y a eu un quand même. Donc, il y a eu une mort, et en plus, c'est une mort, ce que j'explique dans mon livre, c'est une mort collatérale. Ça veut dire que c'était organisé de telle façon qu'il y avait une petite explosion qui a réveillé l'équipage, ils sont sortis tous sur le quai, et puis il y a un photographe portugais qui s'est dit « Ah, j'ai mon matériel dedans, je vais essayer de le récupérer ». Et donc, en fait, en quelque sorte, il s'est piégé lui-même, parce qu'après, il y a eu... Quand il est rentré dans la coque, il y a eu la deuxième explosion très forte qui a fait couler le bateau, et malheureusement avec... Mais les espions ont été arrêtés quand même, ce qui n'est pas un gros succès. Non, attendez. Voilà. Non, en 20 secondes, je suis désolée parce que... Non, juste un petit truc, c'est passionnant, parce qu'ils n'ont pas été arrêtés. Il y a les deux équipes qui sont parties avec... on ne savait même pas qu'il y avait la troisième équipe, et la troisième équipe a été révélée par le gouvernement.
Oui, c'est ça. C'est donc la gestion politique. Et donc, c'est c'est pas le une gouvernement opération qui a dénoncé son propre service. Et M. Fabius, qui était le Premier ministre, qui est venu jouer les cavaliers blancs, voilà, etc. À ce que je sache, il a fini sa carrière au mois de mars. Il n'a jamais remis en cause l'existence de la DGSE. Merci beaucoup. Je remonte votre livre L'ombre des légendes sur les espions du XXe siècle, voilà, de Sergueï Girnov aux éditions Istia et compagnie.